Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'Institut national genevois, je vous souhaite la bienvenue. On a attendu quelques minutes que des retardataires arrivent. En voilà, à peine retardataires. Je vous remercie beaucoup d'être là pour cette soirée en compagnie de Jean Liermier, que je vais présenter dans un instant. On me demande de parler dans ce micro pour l'enregistrement, mais je ferai peut-être mieux de parler directement. Deux, trois annonces pour les personnes de l'Institut et les autres. Le 21 mai, donc c'est la semaine prochaine, mardi 21 mai, aura lieu l'Assemblée générale de l'Institut national genevois. Si vous n'êtes pas de l'Institut national de Genevois, vous êtes conviés néanmoins au concert qui suivra, un duo voix-piano avec Bénédicte Torrent, soprano, et Ina Petchenyuk, pianiste, avec des œuvres qui ne sont pas indiquées ici. Le mercredi 5 juin à 18h30, dans le même cycle qui nous occupe ce soir, à savoir le cycle intitulé Les acteurs de la vie culturelle à Genève, eh bien, après Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge, on accueillera le directeur général du Grand Théâtre de Genève, le futur Aviel Kahn, dont on a entendu parler passablement ces derniers temps. Une intervention intitulée « Faire du Grand Théâtre une destination ». Voilà. Et puis pour les essayistes parmi vous, vous avez encore quelques jours jusqu'au 21 mai, là aussi, pour remettre vos textes en vue du prix de l'essai et de la critique littéraire. Appel à candidature, le règlement du prix se trouve sur le site de l'Institut national genevois. Voilà, ces petites annonces étant faites, j'ai le plaisir de présenter, faut-il le faire, Jean Liermier, présenter Jean Liermier à Genève devant un parterre qui, j'imagine, s'il est là, le connaît un peu, donc ça, je pourrais le faire assez rapidement. Jean Liermier, c'est un acteur d'abord, qu'on a trop peu l'occasion de voir, mais vous l'avez certainement vu sur scène je suis bien obligé de rappeler ce rôle-là, hein, dans Tintin, le grand succès des bijoux de la Castafiore, adapté du Tintin d'Hergé, mise en scène et réadapté par le regretté Dominique Caton au théâtre Amsterdam, un spectacle qui a tourné dans le monde entier, presque, ou en tout cas dans l'Europe entière, avec un immense succès. Et c'était l'occasion de voir Jean, la précision de son jeu, l'inventivité de son jeu. Malheureusement, il a un peu moins l'occasion de nous en faire profiter depuis qu'il se consacre surtout à la mise en scène. Metteur en scène très soucieux de faire entendre, de faire comprendre, de discuter des textes classiques, mais pas seulement. A monté beaucoup de Marivaux, Jeu de l'amour et du hasard, de Molière, L'école des femmes, Le malade imaginaire, plus récemment. C'est aussi un metteur en scène d'opéra. La dernière réalisation, c'était, je crois, le Così fan tutte à Lausanne, mais il a été aussi metteur en scène d'opéra en France, à Marseille notamment. Ça fait déjà 2 casquettes, lui qui aime bien en porter. Tu l'as pris, ta casquette? Non, tu ne l'as pas pris aujourd'hui, voilà. Alors, il y a évidemment la casquette qui l'amène peut-être plus précisément ce soir, c'est celle de directeur du Théâtre de Carouge depuis 2008, une direction extraordinaire. C'est sans doute grâce à lui que le Théâtre de Carouge est en train de se reconstruire, mais il va vous en parler. Alors bon, être acteur, metteur en scène, directeur de théâtre avec le succès que l'on sait, il n'y en a déjà pas beaucoup qui le font, mais moi je voudrais ajouter une 4e casquette quand même qui me tient à cœur, puis c'est peut-être celle dont vous allez bénéficier le plus ce soir.
C'est un passeur réellement de théâtre, de culture, d'art, d'énergie. Une des raisons pour lesquelles il est si précieux à notre cité, je crois réellement. Et cette quatrième casquette, elle est peut-être encore plus rare que les trois premières. Je voulais lui dire merci vraiment d'apporter cela. Comme enseignant, bien sûr, je l'ai rencontré à l'ESSAD, où on enseignait à ce moment-là, mais voilà, c'est un enseignement qui évidemment ne se limite pas à quelques apprentis comédiens, c'est un enseignement et un passage qui vaut pour chaque citoyen qui a la chance d'entrer dans une salle où Jean a mis en scène quelque chose, et Dieu sait s'il l'a déjà mis en scène et s'il va en mettre en scène. Voilà, donc c'est un peu, je pense, ce parcours passé et se dirigeant vers le futur dont il va nous parler. Je me réjouis de l'entendre, je ne sais pas exactement ce qu'il va nous dire. Je m'arrête là parce que c'est certainement suffisant pour le présenter. Il se présentera bien tout seul dans l'exposé qui va suivre. Exposé qui sera lui-même suivi d'un moment de questions, de discussion avec lui. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Merci encore, très bonne soirée. Jean, la parole est à toi. Alors merci, cher Éric, pour ces présentations. Merci à l'Institut national genevois de me donner cette opportunité de pouvoir causer devant vous. Et puis merci à vous, tout simplement, d'être là. Je me garderai bien du titre de conférencier. J'ai souhaité mettre dans l'intitulé que ce que je pouvais partager avec vous, c'était mon expérience en tant que praticien du théâtre, directeur d'institution, position sur ce qui se dessine pour l'avenir de l'ensemble des arts de la scène ici à Genève. En sachant qu'il se trouve que je suis tombé dans le théâtre quand j'étais petit, à 12 ans, à l'occasion d'une récitation dans mon collège. Il s'agissait de Tartarin de Tarascon. Et puis j'ai fait, sans le savoir, ma première mise en scène, avec un décor somme toute réduit, puisqu'il se résumait à une chaise. Mais j'intervenais avec le tableau, je frappais, je disais « Jeannette, mon chocolat !» Et tout ça parce que je ne supportais pas comment mes collègues faisaient les récitations. Je trouvais ça très, très ennuyeux. Et que sans le savoir, d'une façon complètement empirique, j'ai souhaité incarner le personnage et le faire vivre. Et il s'est passé une chose particulière, c'est que plus j'étais sérieux, plus mes camarades riaient. Et que j'avais 12 ans, et que j'étais petit, je ne suis pas très grand, mais je suis un peu plus grand aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Et il se trouve que j'ai été frappé par un moment que je qualifierais de grâce. C'est-à-dire ces moments-là où vous avez l'impression d'être ancré dans le sol, avec des racines qui descendent profondément dans la terre, d'avoir conscience du texte, d'avoir conscience de l'espace, conscience du public, et puis un petit quelque chose qui nous échappe, d'être relié à quelque chose au-dessus de nous, comme si on avait un arc comme ça qui nous traversait. C'est une sensation qui est tellement intense, qui est tellement forte, qu'on ne peut pas faire autre chose que de courir après, d'essayer de la retrouver. J'ai eu 20 sur 20 en récitation. J'étais content, je suis rentré à la maison, j'étais à l'époque, je faisais partie d'une famille nombreuse, et je suis rentré en disant j'ai eu 20 sur 20 à l'école. Puis on m'a dit en quoi? En récitation. J'ai senti une pointe de déception, on était plutôt dans les maths et la physique à la maison. J'ai dit, bah non, mais quand même, ça se défend. Bah, très bien, fais-nous ta récitation. Dans l'espace de la cuisine, la table était ronde, mes frères, ma sœur, ma mère étaient autour de la table. Je me suis mis dans un coin, j'ai fait ma récitation, et c'était un bide absolu. La catastrophe. Ils ne réagissaient pas. Ils me regardaient, mais consternés, je les voyais consternés, donc j'essayais d'animer un petit peu la chose, et j'essayais surtout, et je l'ai compris un petit peu plus tard, j'essayais de partir du résultat du matin, puisque là, il s'agissait du repas de midi. Et le matin,
je ne m'occupais que du chemin. Et à la deuxième représentation, je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Le résultat, c'était ça, ça devrait marcher. Donc je me trompais. Donc en une journée, mon sort a été scellé. Je me suis dit, je donnerai ma vie au théâtre et que je courrai après ces moments si intenses qui vous comblent, qui vous remplissent, qui justifient l'abnégation de ce travail en tant que professionnel. Puisque j'estime que 95% de mon temps est un temps de frustration. Mais les 5% restants justifient tout le reste. Et puis l'échec de cette deuxième m'a enseigné que ça ne serait que du travail. Et depuis, je ne fais que ça. J'ai quand même fait, pour faire plaisir à ma mère, un bac scientifique. J'ai intégré l'école supérieure d'art dramatique. Et puis, petit, déjà, je me disais, je conçois le théâtre en tant qu'interprète, mais également en tant que metteur en scène, et plus au-delà, puisque je rêvais d'inventer une espèce de multiplex de théâtre. J'ai eu l'occasion de mettre en scène, j'ai eu l'occasion d'enseigner, puisque l'école qui m'a formé m'a demandé de revenir comme enseignant. J'ai eu l'occasion d'assister 2 metteurs en scène qui ont compté pour moi, Claude Stratz, que vous connaissez, il dirigeait la Comédie de Genève, et puis André Engel, un des grands metteurs en scène en Europe, avec lequel j'ai eu l'occasion de bourlinguer sur les plus gros théâtres, les plus gros spectacles en France. Et puis, le René Offand avait vu un de mes spectacles, il m'a pris dans ses bagages, effectivement, à l'Opéra de Marseille pour aller monter La Flûte enchantée. Ce qui fait que j'avais un spectre extrêmement large de tout ce qui se fait au théâtre. Il me manquait la direction d'un lieu, et au moment de mon parcours, où je mettais en scène à la Comédie Française, à l'Opéra de Paris, avec l'Atelier Lyrique, je souhaitais fédérer non plus simplement une équipe artistique autour d'un de mes projets, mais fédérer une équipe pour accompagner des artistes et de travailler sur le lien et la relation entre des artistes et des spectateurs. Donc, je vous ai préparé un magnifique PowerPoint. Ça, c'était la présentation, donc c'était moi. J'ai été nommé en 2007 à la direction du Théâtre de Carouge. J'ai pris mes fonctions en 2008. Et depuis, articulé autour de 2-3 éléments sur lesquels je reviendrai, j'essaye de faire en sorte que cette institution, enfin, d'être à la hauteur de l'héritage de cette grande institution. Guillaume Chenevière, ici présent, me corrigera dans les dates si je ne me trompe. Ce n'est pas tout à fait juste, Hamlet, c'est 1957, mais il se trouve qu'il joue le rôle, il y a un choc, Guillaume peut en témoigner auprès des spectateurs, auprès de la presse, et puis les acteurs avec lesquels ils étaient décident de poursuivre l'aventure, et puis il y en a un parmi eux qui trouve un endroit à Carouge, une ancienne chapelle désaffectée à Cardinal Mermillod, dans laquelle il s'installe. C'est la naissance de l'enseigne, de la marque Théâtre de Carouge. En 72, donc une fois, ils ont dû quitter à un moment donné la chapelle. Ils ont réussi, après un long combat politique, à faire en sorte qu'on leur construise un lieu, un théâtre. C'est l'inauguration en 1972 du centre communal qui contenait la salle François Simon, la grande salle de spectacle. Et puis, c'est le moment aussi où se rejoint l'atelier de Genève, dirigé par François Rochet, qui était à Saint-Gervais, et puis la troupe du Théâtre de Carouge. Et puis j'ai noté également 1986, c'est un moment important que j'ai compris, moi, dans le fonctionnement du Théâtre de Carouge, puisque dès l'inauguration en 1972, les utilisateurs étaient face à un problème, c'est qu'ils avaient une vitrine pour montrer les spectacles, pas de lieu pour les fabriquer. Donc ils étaient en train de squatter dans le hall du théâtre pour essayer de répéter, à essayer de trouver des endroits un peu à droite à gauche pour préparer ce qui allait être dans la vitrine qui était la salle François Simon. Et en 1986, c'est le directeur de l'époque, Georges Vaude, qui annexe des locaux, une vieille grange au 57 de la rue Ancienne, qui sont en fait très très grands, que les gens ne connaissent pas forcément parce que c'est toute une partie du travail de l'ombre de notre activité, mais dans lequel se trouve la salle Gérard Carrat, petite salle modulable de 135 places, la salle de répétition, c'est-à-dire l'endroit où on va préparer ce qu'on va mettre ensuite sur le plateau de la grande salle, et puis l'administration du théâtre, beaucoup de lieux de stockage. On a un stock très très imposant d'accessoires, de mobilier, de costumes forcément, donc ça fait partie, c'était un des lieux centraux, et c'est ce qui a fait que le Théâtre de Carouge a pu continuer son travail de théâtre de création, c'est-à-dire d'intervenir à tous les endroits de la chaîne
de production d'un spectacle, à partir du moment où on s'arrête sur un titre, sur une équipe artistique, c'est-à-dire avec un metteur en scène, avec quelqu'un qui va s'occuper de l'espace, avec quelqu'un qui va s'occuper des costumes, de la lumière, du son et de la vidéo, tout ce qui peut composer les éléments d'un spectacle. Ensuite, le temps de répétition, et puis le temps d'exploitation, et puis ensuite le temps de diffusion, c'est-à-dire l'exportation des spectacles que nous avons été amenés à créer. Et puis en 2008, quand j'arrive, il y avait déjà sur le feu des discussions sur la remise aux normes de la salle François-Simon, et puis c'est là qu'a commencé le combat. En fait, je parle d'un combat, le mot est peut-être un petit peu fort, mais enfin le long périple, le long cheminement de discussion pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, quel était l'avenir du théâtre de Carouge, dans la mesure où les travaux de rénovation aux normes de la salle François-Simon étaient estimés à une hauteur d'environ 20 millions, et c'est là que j'ai dit on arrête tout. On a un autre problème qui est beaucoup plus conséquent, c'est que les locaux qui sont au 57 de la rue Ancienne, annexés en 1986, sont amenés à disparaître puisque le propriétaire va les récupérer, et qu'à ce moment-là, je n'aurai plus d'endroit pour préparer ce qu'il y aura dans la vitrine. Donc, est-ce que nous n'arriverions pas à travailler sur des perspectives qui résolvent en fait l'entier du champ d'expérimentation du théâtre de Carouge? Donc voilà, on a dû essayer de convaincre les politiques. En 2 mots, le théâtre de Carouge, c'est une fondation de droit privé. Elle est subventionnée par... Et puis actuellement par le fonds de régulation, c'est-à-dire c'est l'ancienne subvention du canton à hauteur de 2,6 millions, qui, puisque le canton s'est retiré dans le cadre du désenchevêtrement, s'est retiré de la subvention directe, donc il verse en fait un pot commun, et puis ce pot commun redistribue les 2,6 millions à la ville de Carouge, qui de nous les redistribuer. Et puis le reste, pour arriver aux 3,9 millions, c'est la ville de Carouge qui nous subventionne. Sur ces dernières années, le budget annuel avoisine les 7 millions, c'est-à-dire qu'on a une part d'autofinancement de 42%, ce qui est très important en fait pour un théâtre, pour une entreprise comme un théâtre. Ça provient entre autres des recettes, de la vente des spectacles et puis de la recherche de fonds privés, de partenaires privés. Parce que pour moi, c'était très important que la subvention nous permette de vivre et puis que l'apport de fonds privés nous permettent à la fois de nous inscrire dans le territoire à travers des entreprises, à travers des fondations, c'est-à-dire qu'il faut les convaincre de nous donner leurs petits sous, et puis, je vais dire, d'apporter des cerises sur le gâteau. Et puis, moi, j'ai souhaité, en arrivant en 2008, me positionner à l'analyse, après l'analyse de ce qui se faisait ici à Genève, et en me disant, je vais revenir sur le credo, finalement, des fondateurs, avec cette formule de revisiter les textes classiques. Et je me disais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu ici à Genève dédié, spécifique, que ça me semblait pertinent, pour des raisons personnelles avant tout peut-être, parce que je trouve que ça n'est pas anodin d'envisager l'avenir avec un regard sur le passé, c'est-à-dire ça nous inscrit à travers de grands auteurs comme Sophocle, Molière, Shakespeare, Tchekhov et d'autres, ça nous inscrit dans une ligne du temps. Et il ne s'agit pas d'être passéiste, mais de savoir d'où l'on vient pour nous permettre de mieux appréhender demain. Et que de se dire que spécifiquement ce théâtre aborderait ce répertoire, et il y a 1001 façons de le faire, par la grâce des interprètes et puis des metteuses ou des metteurs en scène. Et je me suis dit, ça sera notre positionnement, je vais dire, stratégique. Ça a fonctionné dès la première saison, puisqu'on a eu un bond en fait, dans le nombre d'abonnés. Et puis, depuis, c'est vrai qu'on jouit d'une bonne réputation, d'une bonne fréquentation. Donc les choses, ce choix-là s'avère pertinent, puisque les gens ont très vite compris quelle était la nature de ce que nous allons proposer et quel était le projet du théâtre de Carouge. Et puis, 2 salles de spectacle, la grande salle, une petite salle modulable pour alterner les répertoires, une salle de répétition, un entrepôt où on stocke les décors qui sont en attente de partir en tournée, un stock de costumes, l'un des plus importants de Suisse, tout simplement, et puis forcément des bureaux d'administration. Des chiffres de 17-18, 3500 abonnements vendus, 96%, c'est un taux qui est bolchevique presque, 120 représentations sur sol carougeois. Typiquement un exemple comme le spectacle Cyrano de Bergerac que j'ai eu l'occasion de monter avec Gilles Privat dans le rôle titre,
c'est 12 250 spectateurs à Genève. C'est, je crois, au vu de ce que unique en Suisse romande en termes de fréquentation sur un seul et même lieu pour un spectacle. C'est fondamental pour moi parce qu'il y a toute une politique, notamment de ce qu'on appelle la série, c'est-à-dire de ne pas jouer que quelques représentations, mais de faire jouer longtemps un spectacle, c'est-à-dire d'avoir 3, 4, 5 semaines d'exploitation qui permet d'une part d'absorber les abonnés sur les premières dates, et puis, avec mon équipe, de travailler à aller chercher d'autres spectateurs, et puis de permettre au bouche à oreille de faire son travail. Simplement pour mémoire, dans les années 80, un peu une période d'âge d'or ici à Genève, puisque c'est Benno Besson qui dirige la Comédie, c'est Georges Vode qui dirige le Théâtre de Carouge, c'est 10 000 abonnés à l'époque, c'est un fait unique en Europe, et puis c'est Hugues Gall au Grand Théâtre. Et que là, il y a une force de ce qui se passe, et notamment dans la diversité des propositions, et que la chose qui m'a intéressé à l'époque dans l'analyse, notamment du chiffre de 10 000 abonnés, c'est qu'à un moment donné, ça se retournait même contre le théâtre, puisque tout le monde disait « mais de toute façon, c'est complet ». Donc, il n'y avait pas la place pour faire venir d'autres spectateurs. Donc, le théâtre fonctionnait en circuit fermé, et que moi, je me suis toujours dit, on va faire un nombre de séries qui permet d'avoir à peu près un tiers de spectateurs qui seront des abonnés, et puis les 2 tiers, il faut travailler parce qu'il faut aller les chercher. Nous, on a une stratégie, si on travaille sur les 10 premiers jours avec mon équipe, c'est nous qui avons à charge de remplir la salle, entre guillemets, et ensuite, ce sont les artistes qui doivent faire leur travail, c'est-à-dire que le spectacle doit être de qualité pour faire en sorte que le bouche-oreille fonctionne. Donc, on va dire que c'est donnant-donnant. Il faut que ce qui est présenté sur le plateau soit assez fort pour que tout d'un coup, on en parle en ville. Et il nous est arrivé, dans ces dernières années, d'avoir jusqu'à 60, 80 personnes sur liste d'attente. Ça, c'est la preuve non pas d'un succès comme ça qui me ferait m'émerveiller en disant « c'est magnifique, on travaille bien », c'est simplement le désir des gens. Il y a des gens qui s'empoignent parce qu'ils veulent rentrer dans la salle, parce qu'ils veulent voir le spectacle. Je trouve ça éminemment sain. Alors, il faut l'expliquer aux gens de la billetterie, qui se font insulter, qui sont harcelés, ou on leur dit « non, mais non », les gens qui resquillent, qui essayent de passer. Donc, il faut développer un peu des stratégies pour que les gens supportent ce phénomène. Mais néanmoins, c'est la preuve que le théâtre est vivant, on en parle dans la ville, et ça, c'est fondamental. 240 représentations à tourner. Quand je suis arrivé, ce volet-là de l'activité du théâtre n'existait pour ainsi dire pas. Il y a eu quelques tournées, mais qui étaient sporadiques, plutôt pour la vitrine d'aller jouer par exemple à Saint-Pétersbourg ou dans des pays d'Asie. Mais là, ça participait à un modèle, je vais dire, économique, c'est-à-dire de vendre nos spectacles, les coproductions, et puis de faire rayonner en fait le travail de nos artistes, et puis de pouvoir s'aligner sur les différentes institutions de la francophonie comme étant un interlocuteur de choix, dans la mesure où, comme vous le voyez, on a 2 fois plus de représentations à l'extérieur de Carouge, tant en Suisse romande, mais que pour certains spectacles sur la planète entière, qui font rayonner le nom du théâtre de Carouge. Les travaux. Donc, comme je vous l'ai dit, en arrivant, j'ai essayé de convaincre la municipalité de Carouge, les édiles, les conseils administratifs, puis le conseil municipal de la pertinence de réfléchir à une solution globale, c'est-à-dire à faire en sorte que nous puissions garder 2 théâtres de création avec une petite salle, un atelier pour pouvoir construire les décors, pour que nous puissions conserver l'ADN de ce théâtre qui est, je vais dire, l'artisanat. Et je pense que c'est une des forces de ce théâtre qui, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des Carougeois, qui me parlent avec émotion de l'époque, avec Manta, avec Simon, avec des gens comme Jean-Marc Stellé, parce qu'ils les voyaient en salopette, plein de peintures, dans les bars, dans la ville. Ils voyaient des artisans qui essayaient de fabriquer, qui se battaient pour arriver. Et les gens même les aidaient en faisant en faisant des petites notes pour qu'ils n'aient pas à payer tout de suite, en participant, en faisant de la figuration. Et alors qu'en 58, j'ai retrouvé des articles de presse où la presse genevoise
franchement, n'étaient absolument pas convaincus du projet, en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont s'enterrer chez, entre guillemets, les prolétaires ?» puisque la ville de Carouge était en partie avec des gens issus de l'immigration, et notamment italienne, et tout le monde disait mais personne n'ira au théâtre. Et ça s'est avéré faux. Mais par contre, depuis son origine, il y a eu un amour du premier cercle que sont les Carougeois, et ensuite, forcément, du public genevois, puisque quand on voit 12 250 spectateurs, inutile de vous dire que ce ne sont pas que des Carougeois. On estime à peu près à 15% le nombre de Carougeois qui fréquentent le théâtre de Carouge, et le reste, c'est évidemment le canton, et puis la région limitrophe, c'est-à-dire la France voisine, et puis jusqu'au canton de Vaud. Donc on a lancé un concours d'architecture. Ensuite, il y a eu pas mal de pérégrinations sur parce que la ville de Carouge souhaitait avoir des garanties, donc il y a eu des préétudes, des études, il y a eu à 2 reprises des lancements de référendums pour contrer le projet de reconstruction. Je me permets de faire une petite digression sur le référendum que nous avons gagné. Enfin, c'est pas moi qui l'ai gagné, mais c'est le théâtre qui l'a gagné, puisque 66% des votants à Carouge se sont prononcés en faveur du projet de reconstruction. Ce que j'ai regretté à ce moment-là, c'est que nous n'ayons jamais eu une discussion de fond sur la vraie question, c'est quelle était la place de ce théâtre? Faut-il avoir un théâtre? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi on en aurait besoin? Est-ce qu'un théâtre serait au détriment d'une piscine ou d'une crèche? Et qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir ce débat, parce que voilà, ça, c'est mes interlocuteurs, ou en tout cas les gens qui s'opposaient au projet, n'ont jamais amené cette question sur le terrain. Et c'est bien dommage, parce que je pense que c'était le cœur de la discussion. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur les projets qui attendent Genève, la mutation, la mue véritable qui va s'opérer dans les prochaines années ici à Genève, et de la pertinence d'avoir un discours et une vision sur la nécessité de l'art, de la place de l'art et de la culture dans notre société. C'est un concours international. Ceux qui le remportent, c'est un cabinet d'architectes à Lausanne, cabinet Pont 12, avec l'architecte François Joliet. On a décidé donc de reconstruire, de regrouper l'ensemble de notre activité sur le site de l'ancienne salle François Simon, donc toujours à l'endroit du centre communal. Et puis, le nouveau théâtre, il n'y a pas d'augmentation finalement dans nos besoins, il s'agissait de pérenniser notre activité. Donc on aura 2 salles de spectacle, une salle de répétition, des bureaux, des ateliers, un espace d'accueil, des espaces d'accueil pour le public. Voilà le théâtre qui est en train de pousser bien. Et puis, forcément, vu qu'il y a des travaux, nous n'avions plus de théâtre pendant la période de la reconstruction du théâtre de Carouge. Donc, j'ai bien compris que je n'aurais pas de soutien de la part des collectivités publiques qui estimaient qu'elles avaient fait leur rôle dans l'investissement, dans la reconstruction, puisque l'équilibre, c'était de dire les 20 millions de la remise aux normes de la salle François Simon, finalement, c'est ce que dépensera Carouge pour avoir un théâtre flambant neuf, parce que nous avons pu associer, en fait, le canton, la Genevoise, et puis, évidemment, des partenaires privés, puisque le conseil de fondation s'est impliqué à la hauteur de 13 millions pour participer à l'effort de la reconstruction. Donc, les édiles politiques ont dit « ouais, non, on ne peut pas demander plus pour pouvoir travailler dans la période du hors-les-murs ». J'ai dit « bah oui, mais alors qu'est-ce que je fais? Soit je licencie 20 et puis on cesse l'activité pendant 2 ans et demi, ce qui serait évidemment une catastrophe. Qu'est-ce qui se présente à moi? De faire ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire d'aller jouer un spectacle une fois au BFM, d'aller une fois jouer un spectacle à la Comédie, une fois au Grand Théâtre, une fois peut-être ici au Salon. Et dans l'expérience que j'ai eue auprès de mes collègues en France, j'ai avéré que systématiquement revenait la question de la perte du public, parce que les gens, voilà, il y a un problème d'identification vis-à-vis du lieu. Nous, on a pu le vérifier aussi au moment où on a dû travailler au BFM, où je n'avais pas la main, par exemple, sur l'accueil, sur la qualité de l'accueil, sur mon personnel d'accueil, qui est une chose à laquelle je suis extrêmement sensible, pas simplement par politesse et parce que ma maman m'a bien élevé, mais parce que de bien accueillir des spectateurs et qu'ils aient des choses bonnes et agréables dans leur assiette,
Ça fait qu'ils seront dans de bonnes dispositions pour recevoir le travail des artistes. Donc tout est intéressé sur un axe qui est fort, c'est le plateau qui dirige, et l'ensemble de la boutique travaille sur ce schéma-là. Mais donc, je me suis dit, il va falloir qu'on construise un lieu à nous pour la période du hors-les-murs. Alors là, et c'était en plus des saisons, c'était en plus du référendum, de Royal de Luxe, des mises en scène, du travail de toute mon équipe, on s'est mis à travailler sur plusieurs hypothèses de théâtre. Alors j'ai commencé par un village de chapiteaux qui devait se situer juste au-dessus du Rondeau de Carouge. Et puis là, on s'est heurté à des problèmes de véhicules, parce que voilà, le Rondeau de Carouge, à certaines heures étant fortement fréquenté, on aurait eu des bouchons, donc des retards au spectacle. Il y avait des problèmes de parking, donc j'ai dû renoncer à cette hypothèse-là. Ensuite, on nous a proposé une parcelle à Cardinal-Mermillod. Ça m'amusait parce qu'il y avait un écho avec l'origine du théâtre et de son installation à Carouge. Donc, ce qui me faisait faire tomber l'hypothèse du chapiteau, puisqu'en plein centre-ville, un chapiteau, il y a des nuisances tant de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, j'ai dû renoncer à ça et j'ai travaillé sur deux hypothèses. Celle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et puis une autre d'un architecte de l'EPFL, Loïc Varro, qui avait un projet on stage pour le festival QI Jazz, et puis qui souhaitait m'associer à cette démarche. C'était un projet formidable. Il n'avait qu'un défaut, c'est que c'était un prototype. Et que pour le coup, en termes de coût et en termes de délai, on prenait énormément de risques sur la faisabilité et la viabilité de pouvoir assumer dans les temps une saison, alors que, comme vous l'aurez compris, le référendum a eu lieu au mois de septembre 2017. Nous avions déjà commencé la saison et que les travaux ont commencé au mois de mars 2018. C'est-à-dire en cours de saison, j'ai dû trouver des lieux alternatifs puisque je n'avais plus d'endroit pour qu'on puisse présenter la deuxième partie de saison. Donc ça a été, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais le fait est qu'on s'est arrêté sur une structure que moi j'avais repérée, en tout cas le petit frère ou la petite sœur de cette structure que j'avais repérée à Annecy. Et puis on a développé un projet. J'ai réussi à convaincre mon conseil de fondation, dont le président Georges Schurch est ici présent, et puis Guillaume Chenevière aussi, en disant faisons un emprunt, achetons cette structure, elle est démontable, et l'objectif c'est de la revendre à l'issue de notre exploitation. On a eu un soutien privé qui nous a aidés à absorber les premiers coûts, et puis ensuite on s'est lancé dans la cuisine, comme je vous le disais, le vote du crédit de construction en 17, le référendum en 17, en mars 18, le début du chantier de reconstruction simultané à la construction de la cuisine éphémère, et puis en novembre 18, l'inauguration de la cuisine, c'est-à-dire un temps, les autorités, notamment en lien avec la sécurité, m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu à Genève un projet aller aussi vite, et dans les normes, et dans les coûts. Et puis en mars 21, devrait être prévue l'inauguration du futur théâtre de Carouge. La cuisine, le théâtre éphémère, vous la connaissez, ou vous serez amené à la connaître. Elle est située sur une parcelle qui nous change aussi, c'était important stratégiquement, qui nous sort en fait de la rue ancienne de Carouge, qui nous place dans un autre périmètre qui est le début du Pave, le Praille Acacia Vernet, juste derrière les tours de Carouge, avec beaucoup d'entreprises qui sont juste à côté. Et pour moi, c'était une opportunité pour nous d'aller justement à la rencontre d'autres spectateurs, d'autres entreprises, d'autres acteurs de la vie économique de Carouge et de Genève. Et puis, elle a une facture, on va le voir, donc c'est une grande salle, 545 places, qui est le deuxième plateau à Genève après celui du Grand Théâtre. Il y a des bureaux, des loges, un foyer public. C'est simple, efficace, il n'y a pas de gras. Elle est d'une architecture qui a un type un peu industriel, donc elles se font extrêmement bien dans le paysage dans lequel elle est située. Et puis, la salle telle que vous la connaissez en tant que spectateur, là c'était le tiré pour l'inauguration. C'est un rapport idéal, c'est-à-dire contrairement à ce que nous avions à la salle François Simon, il n'y a pas d'escalier dans les meilleures places, tout le monde est recentré. C'est nous qui avons dessiné la pente du gradin. On a dessiné tout. On était derrière tout, chaque détail. Ça, c'est ce que voient les acteurs quand ils jouent, mais forcément avec des spectateurs dedans. Les fauteuils, je reviendrai tout de suite là sur les fauteuils, c'est lors d'une représentation, le public est là. La réflexion va même juste
sur la nature des fauteuils que nous avons choisis. D'une part, je souhaitais opter pour la couleur rouge, parce que quand on passe devant la cuisine, on se dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand on rentre, c'est tout de suite un théâtre, parce qu'il y a la symbolique du rouge. Et puis, vous vous souvenez de la salle François Simon, avec ses très grands fauteuils, un peu cinématographiques, très confortables, mais très hauts. Et que moi, le défaut que j'y voyais, c'est quand on jouait sur le plateau de la salle François Simon, en fait, on voyait des fauteuils. Parce que les fauteuils étaient plus imposants que les spectateurs. Et que pour moi, en tant qu'acteur, ça avait vraiment un défaut. Je me disais, mais c'est pas possible, je ne les sens pas, je ne sens pas les acteurs. Alors qu'il y a 450 personnes, ça n'est pas une force. Et que là, en choisissant des fauteuils qui ont des dossiers plus petits, tout d'un coup, les spectateurs ne peuvent pas se cacher. Ils apparaissent beaucoup plus. Ce qui crée complètement un autre rapport, tant dans comment les spectateurs se sentent acteurs de la représentation, et pour les acteurs, parce que tout d'un coup, ils sont face à une masse d'individualités, de personnalités qui sont là pour les voir et les entendre. On a tout ce qui compose en fait un théâtre dit de création, avec le local de l'habillage, c'est-à-dire que c'est là où on répare les costumes qui ont été abîmés pendant la représentation. L'objectif n'étant pas de les remettre à neuf, surtout pas, il ne faut pas donner l'e-leasing, mais justement d'entretenir la vie et le côté vivant de l'aspect d'un costume. Donc ça, on a une personne à demeure, et puis qui est agrandie en fonction de la nature des spectacles, qui viennent pour travailler au quotidien. Donc c'est quasiment 7 jours sur 7. On arrive à peu près à 8h, 8h30 au théâtre, et on repart en général aux alentours de minuit. Donc les journées sont bien occupées, encore une fois, pour préparer la représentation ou les spectacles à venir. Là, des passerelles techniques, c'est vrai qu'en termes d'équipement éphémère, le concret de ce que nous avons proposé avec l'ingénieur scénique Geza Vadas, c'est tout simplement simple, efficace et suffisant, mais d'une très grande qualité, c'est-à-dire que tous mes collègues de France qui sont venus visiter la structure ont dit seulement on avait un théâtre comme celui-ci. Donc ça veut dire qu'on a plutôt bien fait notre travail, on le voit, là c'est le grill, c'est ce que vous voyez, c'est le plateau en fait que vous avez, avec les éléments qui sont au-dessus de la tête des acteurs, mais là qui ont été descendus. Il y a 3 portions, 3 segments de poutres porteuses, enfin d'éléments porteurs, de grilles, qui sont motorisés à vitesse variable, sur lesquels on accroche de l'accord, du son. Et puis derrière, on a des petites poutrelles qui se déplacent pour compléter, en fait, en fonction de la nature et des besoins des spectacles, notamment en termes de lumière. Un atelier, on ne peut pas construire les décors à la cuisine, mais on peut les améliorer, les peaufiner, les réparer, on peut travailler sur les accessoires. Et là, on est au niveau de déchargement, c'est-à-dire que les camions arrivent, on ouvre la porte, et voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire le plateau à peu près 10 mètres, c'est-à-dire avec une accessibilité directe entre les éléments que nous avons de l'extérieur et puis le plateau. C'était un des grands griefs de la salle François Simon. Comme le théâtre était enterré, nous dépendions d'un monte charge qui, si ce qu'on m'a dit est juste, dès le jour de l'inauguration, est tombé en panne. Donc c'était la croix et la bannière, et il nous est arrivé à 3h du matin, parce qu'il y avait une échéance d'une première, de devoir porter des éléments lourds, longs, à bout de bras, à les faire traverser la salle, parce qu'il y avait un défaut en fait dans la conception même, ou le côté pratique du théâtre, ce qu'on a essayé évidemment de pallier ici à la cuisine. Voilà, une photo faite par M. Frings avec son drone. C'est prévu de la démonter au printemps 2021, le moment où on va faire la bascule, c'est-à-dire la saison 2021. On va la commencer à la cuisine. Là aussi, je vous passe les détails de la complexité du problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui s'occupent de la cuisine et puis des gens qui prennent en main le futur bâtiment. Mais encore une fois, la période que nous traversons est historique. Et puis voilà, il faut inventer, et puis il faut assumer, parce qu'on a de la chance de pouvoir la vivre. Et puis qu'encore une fois, on prépare le théâtre des générations futures. Le futur théâtre de Carouge. Alors là, j'ai fait alors c'est pas forcément de super qualité. C'est une petite vidéo qui tourne autour du théâtre. Alors là, vous voyez ici donc la salle des fêtes. Là, c'est l'arrêt du tram, l'auberge communale. Là, c'est le rond-point Joseph Girard avec l'entrée du parking qui a été conservée. Donc nous, on s'est étendu en fait sur toute cette partie de la place
pour permettre de répondre à l'ensemble du programme, c'est-à-dire d'avoir toutes les salles sur un seul et même site, eh ben, il nous fallait nous déployer et mordre en fait, sur la petite place qui était adjacente derrière le théâtre. Ce que nous voyons ici, c'est la salle de répétition. Elle a les mêmes dimensions que le plateau Elle est susceptible de pouvoir aussi accueillir du public, suivant par exemple s'il y a un festival ou si l'activité comme ça pouvait se déployer, c'est-à-dire les perspectives de développement du théâtre. Là, ce que vous voyez, c'est là où seront les artistes, les loges, avec un foyer commun avec l'administration du théâtre qui est là, la technique qui est ici. Voyons là, c'est la petite salle du théâtre. On a conservé la même jauge, 135 places. Elle sera modulable avec un gradin rétractable, ce qui nous permettra là aussi d'aborder d'autres formes avec du quadrifrontal, du bifrontal. C'est cette salle que vous voyez là. L'administration du théâtre, je ne sais pas encore du tout où sera mon bureau, il sera peut-être plutôt là dans la salle. Et puis la grande salle du théâtre avec le gradin. On voit le proscénium qui se dessine ici, la pente du gradin là, les derniers rangs, la régie qui sera en fond de salle, le plateau, et là ce qui reste, c'est la cage de scène en fait qui va monter là, à peu près à cette hauteur, à peu près l'équivalent du bâtiment qu'on voyait ici. Le rapport scène-salle, il est absolument idéal. Visitez le chantier encore très récemment, vous aurez l'occasion d'être très très proche des spectateurs, à environ 18 mètres entre le dernier rang et puis le nez de scène. C'était important pour moi, ça fait une jauge d'à peu près 480 spectateurs. C'est important pour moi parce que, d'une part, ça permet de bénéficier des spécificités du théâtre, voir les acteurs, leurs expressions, de les avoir comme s'ils étaient avec nous, ce qui nous différencie forcément du cinéma. Et puis, une jauge de 480 spectateurs me permet de continuer cette politique des séries, qui est fondamentale pour moi à défendre, c'est-à-dire à terme de rajouter encore une semaine d'exploitation de nos spectacles, et puis de pouvoir absorber, d'augmenter en fait l'audience et la capacité d'audience de nos spectacles. Donc ça, la jauge s'y prêtera idéalement, tant pour les acteurs dans le rapport scène-salle, pour les spectateurs dans la qualité de réception du spectacle, que la politique de continuer à s'inscrire dans le temps pour les spectacles. Ça, je fais à nouveau une petite digression, excusez-moi mon esprit de cascade, mais qu'il y a à la fois le désir de permettre au plus grand nombre de spectateurs de pouvoir assister à une représentation ici à Carouge, mais c'est aussi une défense tout simplement du métier. Parce que si la moyenne actuellement d'une création en Suisse, c'est à peu près 12 représentations, ça veut dire que les acteurs n'ont pas la possibilité d'appréhender, d'investiguer la partition dont ils ont à charge d'interpréter. De pouvoir jouer dans une longue durée dans un même lieu va vous permettre, comme moi je me souviens à l'époque où je faisais le comédien, je me souviens de cette période à la 30e représentation où vous perdez votre latin. Vous allez sur le plateau et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais jouer ce soir? Où est-ce que je vais aller puiser l'énergie? Qu'est-ce que je raconte? Et puis ça revient aux alentours de la 40e. Et que le moment où vous retrouvez le chemin, là, vous avez franchi un cap, à la fois dans la qualité et la facture du spectacle, mais également dans le rapport à votre métier. Et que la défense du métier, qui est à l'origine, parce que le théâtre de Carouge a été conçu par des artisans du spectacle, la défense de ce métier est au cœur, encore une fois, du dispositif et de la politique, et jusqu'à la jauge, en fait, de la future salle du théâtre de Carouge. La mue des infrastructures genevoises, en quelques mots. On a la rénovation du Grand Théâtre, l'arrivée de la nouvelle Comédie aux Eaux Vives, le pavillon de la danse, place Sturm, la future Cité de la musique, place des Nations, le centre culturel de Châtelaine à Vernier, la maison des compagnies à Mérin, et puis la rénovation de Château-Rouge à Annemasse, en plus de la reconstruction du théâtre de Carouge. Ça, aboutissement. C'est un point de départ. On voit que, je prendrai par exemple l'exemple de la nouvelle comédie. C'est un changement, pour moi, de politique culturelle. C'est-à-dire que dans les dernières décennies, ce qui se pratiquait, c'est ce qu'on appelle le saupoudrage, c'est-à-dire on va donner un peu
au plus grand nombre. Et que là, à partir du moment où la subvention est plus que doublée, il y a une concentration de moyens, concentration de visibilité, du public s'il travaille bien. Donc ça change en fait la façon d'envisager ou d'investiguer la politique culturelle et que ça nécessite une réflexion sur la répartition. Et que je tiens à vous exprimer la première chose qui pour moi serait fondamentale dans les enjeux ou les défis qui sont à relever, c'est la relation qu'entretiennent les autorités, les pouvoirs publics et les subventionneurs avec les artistes. Nous sommes encore aujourd'hui dans un jeu de poker menteur qui fait qu'en général, une compagnie va déposer un projet en gonflant un petit peu le budget parce qu'ils savent qu'on ne va pas leur donner tout à fait ce qu'ils attendent. Ça, c'est les effets pervers de la politique du saupoudrage. Comme il n'y a pas les moyens de... Enfin, comme les choix sont opérés autrement, on essaie de répartir sur un maximum d'acteurs, ben forcément, on ne leur donne pas exactement ce dont ils ont besoin. Donc, d'un côté, les pouvoirs publics disent « oui, mais bon, ils ont gonflé leur budget », et puis les autres disent « ouais, mais de toute façon, comme ils ne vont pas nous donner tout à fait ce qu'on veut, eh ben, on va l'augmenter ». Et je prends l'exemple du médecin. Si je vais chez mon docteur, qui me soigne, et puis qu'ensuite je reçois sa facture, et puis que c'est 150 francs. Et puis que je vais le voir et que je lui dis « oh docteur, ça va, hein. C'est bon, 150 francs, c'est bon. Tenez, je vous donnerai 50 francs. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre en poursuite. Parce qu'il a estimé que son travail avait un coût, qu'il a chiffré de minute en minute, et que je lui dois cet argent. Donc je me dis, pourquoi les gens du théâtre et des arts de la scène ne seraient pas considérés au même titre qu'un médecin? Ça veut déjà dire que nous sommes considérés comme des menteurs ou des bluffeurs. Et que déjà, dans cette démarche, dans cette relation-là, il y a quelque chose pour moi de pernicieux, voire de pervers. La première chose à faire, ça serait d'assainir et de profiter de ce changement de paradigme en termes de politique culturelle et de concentration des forces et des moyens, et en me disant, bah tiens, déjà, on pourrait réfléchir à comment on fait. Peut-être que tout le monde n'aurait pas, ou n'aurait pas systématiquement, mais on va essayer de faire en sorte que des gens professionnels qui estiment leurs besoins, eh ben, ils vont les avoir. Et que ça fait en sorte que mes collègues, mes camarades, comédiennes, comédiens, scénographes, costumiers, metteuses, metteurs en scène, peuvent simplement vivre. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il m'est arrivé qu'on me propose de jouer des projets à moins de 2000 francs suisses par mois. Je disais non. Non, je ne peux pas, je ne veux pas, je n'accepte pas. Et on me disait, mais tu te rends compte, si tu n'acceptes pas, ça veut dire qu'on ne peut pas faire. Et je disais, ben oui, il vaut mieux pas faire. Et qu'on rentre dans un système où les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Ce qui fragilise, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec les projections de la caisse de pension des artistes et des comédiens avec des chiffres qui sont cataclysmiques. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience de la part des pouvoirs publics et qui part par ça, par ce souhait et ce désir de prendre en considération l'analyse des besoins et de donner les moyens aux gens de pouvoir faire, ça serait déjà une chose conséquente. Sur la nouvelle comédie, alors là je change un petit peu, je prends mes papiers. Nous avons besoin d'une organisation. C'est-à-dire que je pense que la nouvelle comédie comme supra-institution des arts de la scène, c'est-à-dire qui va être capable de pouvoir accueillir du théâtre, de la performance, de la musique, de la danse, pourquoi pas du cirque, devrait être entre guillemets, et sans histoire de moins bien ou de mieux, mais devrait être à la tête de l'organisation. Et qu'ensuite, il y a de plus petites boutiques, de plus petites entités, entre guillemets, que pourrait être la maison du théâtre, qui est le théâtre de Carouge, la maison de la danse, des orchestres, et qui peuvent travailler en synergie et irriguer, alimenter la nouvelle comédie. Et ça nécessite de la part des pouvoirs publics une concertation. Je sais que, et vous le savez, qu'il y a une votation prochaine, le 19 mai, autour de la question du retour du canton dans l'échiquier des arts de la scène.
Je ne fais pas de politique, je ne suis pas un partisan, ça m'échappe, je fais de la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de l'intérêt de la cité, mais je suis inscrit à aucun parti, je ne sais pas faire ça, et je ne veux pas le faire. Par contre, la logique même, le bon sens même, va de pair avec l'idée de se dire que le canton est, par définition, le seul qui a une vision sur l'ensemble du territoire. Et que là, nous parlions de projets qui concernent Vernier, Meyrin, Carouge, et que si nous avions cet acteur-là qui nous accompagnerait dans la concertation et ensuite dans la définition des institutions stratégiques et leur subventionnement, ça changerait considérablement les choses. Nous avons besoin de la concertation du travail entre les communes et entre le canton. Donc je ne ferai pas de recommandation de vote, je m'en garderai bien, mais vous aurez compris que ça me paraît très très important que le canton, en tout cas cette première étape, que le canton revienne dans la discussion et nous permette d'avoir une réflexion concertée, encore une fois, à l'aune des changements fondamentaux que vont apporter ces institutions à venir. L'autre chose, c'est que se pose la question, le défi aussi à relever, de la relève. Et tout est lié, encore une fois, aux questions des moyens. C'est-à-dire que la Haute École des Arts de la Seine, qui est la manufacture, qui est basée à Lausanne, en fait, les élèves sont bien souvent, je vais dire, ce mot est fort et il me sera reproché, mais ce n'est pas très grave, conditionnés dans une forme de production de spectacle. Ce qui correspond un peu à une réalité qui n'est pas très, très excitante, c'est-à-dire d'avoir peu d'acteurs et puis d'avoir peu de décors, c'est-à-dire ce qu'on appelle un sabien, un petit proscénium, un petit peu de vidéo, et puis parce qu'il n'y a pas les moyens, on se contente de ça. Et que je vois, moi, un grand danger qui pourrait nous guetter ici à Genève, c'est que le plateau de la Nouvelle Comédie est de 14 mètres d'ouverture. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des ateliers de construction, de décors, de costumes, à Carouge aussi. Pour qui? Pourquoi? Et que si, dans l'enseignement même, il n'y a pas une conscience de l'artisanat du théâtre, une conscience de la diversité, et non pas de l'hégémonie, qu'elle soit dans les nouvelles formes ou autres, je m'en fiche, ce n'est pas le problème. Chaque théâtre peut être bon, qu'il soit contemporain, qu'il soit classique, qu'il soit avec texte, sans texte, de l'ancien théâtre ou du futur théâtre, je m'en fiche, ce n'est pas le propos. Il y a du bon théâtre, il y a des acteurs qui sont investis, qui ont envie de raconter des histoires, qui s'engagent, qui engagent leur vie sur le plateau, quelle que soit leur manière ou leur esthétique. Mais il faut encore une fois donner les moyens aux mômes, à la relève, de pouvoir inventer le théâtre de demain, et non pas leur dire qu'on leur enseigne le théâtre de demain. Je ne sais pas de quoi il sera fait. Laissons-leur la chance de pouvoir l'inventer. Et que ça, la réflexion de se dire, actuellement, on a au Théâtre de Carouge le spectacle d'Omar Porras, Amour et Psyché. Il y a un garçon qui s'appelle Laurent Boulanger, 55 ans. Il est spécialiste des effets spéciaux, de la fumée, des explosions. Ce garçon-là, s'il n'y avait pas Porras, s'il n'y avait pas des gens qui étaient attentifs à ça, son métier disparaîtrait. Et une fois qu'il a disparu à tout jamais. Nous devons, et il est fondamental dans la diversité et dans la complémentarité de toutes ces institutions, que nous veillons à pouvoir conserver et à entretenir ces métiers dont nous aurons besoin demain. Qui nous dit que demain, je n'aurai plus besoin de peintres pour faire des toiles peintes? Je ne le sais pas. Et c'est justement parce que je ne le sais pas que je dois être attentif à pouvoir les conserver. Non pas, encore une fois, pour être conservateur ou passéiste, pas du tout. Mais parce que jusqu'à preuve du contraire, l'espace scénique, les décors font partie intégrante de la représentation, font partie intégrante du récit. Les spectacles du Théâtre de Carouge ont du succès, notamment dans les tournées et en France et à l'extérieur, où j'ai vu jusqu'à des gens de l'administration descendre sur le plateau pour prendre en photo le décor parce qu'on n'en voit plus. Et je me dis, ben voilà, peut-être que momentanément nous servons à ça.
On me dit, bah oui, mais le théâtre de Carouge, ouais, toi tu restes sur ton compte à soi, et puis le projet phare, c'est la Nouvelle Comédie. Non, nous sommes complémentaires. Nous avons à travailler ensemble avec toutes les différentes institutions que j'ai citées préalablement. C'est parce que nous réussirons à nous fédérer, encore une fois, dans la diversité, dans la complémentarité, à additionner nos forces, que nous arriverons à faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que ces investissements dans les infrastructures seront un point de départ et non pas un aboutissement en disant « maintenant vous avez vos lieux, vous allez nous ficher la paix, s'il vous plaît ». Si c'est ça, la politique, il y a un problème de fond. Et puis, tout dernier point sur ce sujet-là, la question, je dirais, du public. On parle souvent de renouveler le public. Et là, je m'inscris dans la pensée d'un des anciens directeurs du Grand Théâtre de Genève, c'est-à-dire Jean-Marie Blanchard. Et on avait des discussions comme ça sur le public, nos publics, comment on démarchait chacun pour aller chercher d'autres spectateurs, pour rendre accessibles les œuvres et les artistes que nous aimons et que nous défendons, et que nous ne sommes pas des extraterrestres, donc nous devons être capables de partager ça avec le plus grand nombre. Et lui me disait cette formule que je trouve lapidaire et éloquente, c'est « on ne renouvelle pas un public, on l'augmente ». Ce qui est extrêmement différent. C'est une position par rapport à entretenir ce qu'il y a, et en arrivant au théâtre de Carouge, j'étais fier, et je suis fier encore aujourd'hui d'avoir des spectateurs qui étaient là en 1958, qui me racontent les histoires de la naissance de ce théâtre. Qui je serais, moi, pour dire « écoutez, maintenant, dégagez. On va faire venir des jeunes ». Non, ce qui m'intéresse, et la force du théâtre de Carouge, c'est que ces anciens viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs enfants. C'est le passage, c'est la transmission, c'est la défense, encore une fois, d'une marque, d'une identité qui est celle de ce théâtre-là, des artistes qui l'ont fréquenté. Et là, du nombre de spectateurs, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers. Et que cet état d'esprit de se dire « nous devons aller au-devant d'autres spectateurs », il n'y a pas de raison qu'on se cantonne à 2500 personnes qui se répartissent à circuler entre les différentes institutions culturelles dans un cercle. Il est fondamental, mais il faut pouvoir l'élargir et se donner les moyens de l'élargir à travers différentes actions. Et puis, encore une fois, ne serait-ce que ça, cette formule de départ, en disant « ça n'est pas contre, c'est et, avec, ensemble ». Et en additionnant, encore une fois, les forces et la capacité à rassembler et à fédérer différents publics autour d'un poète et d'une œuvre. Et puis, il y avait encore une chose, j'ai mis cette petite phrase, il s'agit de faire une société après quoi nous ferons peut-être du bon théâtre, de Jean Vilar. Parce que je me disais, mais ok, c'est fondamental et c'est extraordinaire ce qu'est en train de faire Genève avec l'investissement dans ces lieux culturels, dans ces théâtres, cette réindexation. Mais cela doit être accompagné d'un message politique fort. Ce que nous attendons, c'est un étage supérieur, comme je le disais tout à l'heure, notamment vis-à-vis du canton, de quelqu'un qui va s'emparer de ça, qui va pouvoir défendre et ne pas se dire bah, finalement on va faire la Nouvelle Comédie puis on va voter les 45 millions au canton parce que sinon on va laisser un gros trou là, place des Eaux Vives à côté de la gare et qu'aucun politique ne voulait assumer un gros trou du côté de la gare. Mais ça veut dire que c'est une position par défaut. Ce n'est pas parce qu'il y a un désir, parce qu'il y a une certitude, parce qu'il y a une croyance, parce qu'on est prêt à se battre et à défendre en disant « il faut qu'il y ait ce théâtre-là, à cet endroit-là, et voilà ce qu'on en attend, et voilà pourquoi on va vous donner des moyens pour le faire ». S'il n'y a pas ce message clair que moi j'ai en tant que père de famille, en disant « je ne veux pas que mes enfants soient dressés aux tablettes, aux jeux vidéo, à Netflix et à TF1 ». Je veux qu'ils aient des alternatives. Je veux qu'il y ait des poètes dans la cité. Je veux qu'il y ait des gens comme André Chavannes qui, à un moment donné, vont dire « on va mettre des artistes dans les établissements scolaires pour créer des liens, pour les mettre ensemble, pour préparer l'avenir. On va construire un théâtre dédié à l'enfance et à la jeunesse qui s'appellera le théâtre Amstramgram. Un projet qui, au moment où il s'est construit, était unique en Europe.
Il s'occupait de la relève, et probablement vous avez été dans ce théâtre, allez simplement visiter les toilettes, à hauteur de môme. On ne s'est pas moqué d'eux, on a eu une attention qui leur a été donnée. Fort de tout ça, nous avons besoin de ce message que nous, gens de terrain, les mains dans le cambouis, nous ne pouvons pas apporter. Pourquoi? Parce que systématiquement, on dira oui, mais ils prêchent pour leur paroisse, et puis c'est eux, puis ils sont intéressés, et puis il y a un conflit d'intérêts. Donc nous avons besoin de cet étage supérieur, et encore une fois, de cette question de l'ordre de la nécessité. Qu'est-ce qui fait que les hommes préhistoriques ont fait des peintures sur les murs? Et qui les a obligés à le faire? Qu'est-ce qui fait que les Grecs ont fait des concours de joutes théâtrales où on payait les gens pour assister aux représentations? Qu'est-ce qui fait que dans le ghetto de Theresienstadt, un petit garçon de 14 ans qui s'appelait Hanush Aschenburg, qui allait mourir plus tard dans les camps, à 14 ans, il a écrit une pièce de théâtre qu'il a écrit en cachette, dans les toilettes, qu'il a joué avec ses copains. C'était une espèce de pastiche du Burois. Et ils le faisaient au risque de leur vie, parce que c'était de l'ordre de la nécessité. Faut-il attendre que nous soyons en guerre pour prendre attention et faire cas de la chose culturelle, de l'art dans nos cités, de proposer à nos enfants, et encore une fois, pour favoriser le lien avec nous, les aînés, nous, les grands, de pouvoir s'en servir comme un terrain de base, de discussion, de construction de notre avenir. C'est pour ça que cette phrase de Villard était importante pour moi. Il ne s'agit pas de résoudre la question en disant, voilà, il va y avoir des nouveaux théâtres, puis c'est super, la question est réglée. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce que nous attendons de nos artistes? Où allons-nous chercher les spectateurs? Quand, dans le cadre de notre camion théâtre au théâtre de Carouge, j'étais avec une mairie, puis on se dit, où est-ce qu'on va le poser, notre camion théâtre? Bien souvent, le premier réflexe, c'est de dire, oh, là, il y a un très joli petit parc là devant la mairie. Puis la deuxième réflexion, c'est de dire, et si on allait devant les immeubles là-bas, les tours, où là, je vois des gamins qui traînent, et si on allait sur leur terrain? Et si on allait avec eux? Ce sont déjà des questions de politique culturelle. Et que cet enjeu-là, pour moi, je vérifie, j'arrive au bout, ne vous inquiétez pas, mais qui pour moi est clé, c'est-à-dire cet étage-là où nous avons besoin d'un relais, d'une réflexion, et encore une fois, d'un désir. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des hommes politiques qui ont un amour profond, une conscience, un attachement à la chose culturelle et à l'art. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le problème. C'est de la pertinence et de l'intérêt. Et il y a un monsieur qui s'appelait Winston Churchill. Et puis au moment de la guerre, il y a un moment donné, il y a eu des débats parce qu'il n'y avait plus d'argent pour construire les canons. Et puis au Parlement, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit, bah voilà, on va prendre dans le budget de la culture. Il nous faut des canons. Puis il n'a rien dit, il est resté stoïque. Il est allé à la barre, il a pris le micro, et il a dit, mais si on n'a pas d'argent pour la culture, alors pourquoi on fait la guerre? Qu'est-ce qu'on défend? Ça ne sert juste à rien. Alors qu'ils étaient à un moment critique de leur histoire, dans leur chair. Je ne dis pas que nous avons besoin de Churchill à Genève, mais nous avons néanmoins besoin de gens qui ont ce réel attachement à hauteur des investissements qui sont consentis. Et pour terminer, je ferai juste une... J'ai le souvenir qu'au théâtre Amstramgram, dans lequel j'ai beaucoup traîné mes guêtres, j'ai joué un spectacle qui s'appelait Poil de carotte. Et puis à un moment donné, j'étais sur le plateau, et puis le personnage qui me faisait face, c'était Annette, et puis à un moment donné, on était juste, dans un hasard, dans un jeu de scène, on se retrouvait les deux sous un drap. Mais à cette distance, hein. C'est-à-dire qu'on était très loin l'un de l'autre. Chaque représentation, c'était la bronca. Tous les enfants hurlaient, on disait ah, alors qu'il ne se passait visiblement rien, on était très très loin. Et je me disais, ça c'est l'avenir. Tant que le théâtre aura cette force-là de suggestion, de provoquer l'imaginaire et de provoquer des réactions chez les plus malpolis qui soient, que sont les enfants, malpolis dans le sens pas encore polis,
alors il y a de l'espoir. Alors il faut continuer à se battre. Alors ensemble, on va pouvoir le faire. Je suis obligé de faire un petit peu de pub pour mon théâtre. Donc il y a la présentation du menu 19-20 à la cuisine à 19h. Là, je parlerai du programme à venir. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, s'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers.